Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal qui s'ouvre malheureusement par un carnet noir. C'était à la fois un artiste et un travailleur de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Les fidèles de l'émission télévisée Entre nous le connaissent sous le nom de Karim. Il s'appelait Guy Salan à l'état civil. Il a été rappelé à Dieu à l'aube. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, qui l'a servi jusqu'à son dernier souffle, décide de lui rendre hommage que vous suivrez dans un instant, si tout va bien, dans ce journal avec Patrick Djossou, qui s'affaire pour vous faire revivre plutôt Guy Salan. Les forces Corée pour un Bénin émergent FCBE de la 16e circonscription électorale ont rendu publique une déclaration hier à Cotonou. Elles invitent les Béninois à se rendre massivement dans les centres où sont affichées les listes électorales. C'est pour y vérifier leur nom. Un reportage de Enoch Humpati. Pendant cette phase ultime et décisive d'affichage de la liste électorale informatisée provisoire l'EIP du 24 janvier au 14 février 2015, les responsables FCBE de la 16e circonscription électorale de Cotonou demandent avec insistance à tous ces militants et militantes de sortir massivement pour vérifier sur les listes affichées au centre de vote de leurs quartiers respectifs, procéder immédiatement à des réclamations au niveau des agents affectés au lieu d'affichage dans la période du jeudi 5 février au samedi 14 février 2015 afin de rectifier les erreurs constatées. Indiquer et accompagner au siège de Cos Lépi à Akpakpa avec leur ancienne carte Lépi tous ceux qui n'auraient pas retrouvé leur nom affiché, ou de faire parvenir à ce siège de Cos Lépi toutes les informations utiles pour prise en compte des électeurs oubliés. Consultez la LEIP sur Internet à l'adresse www.coslepi-benin.org afin qu'au sortir de la LEPI consensuelle et des élections prochaines, nous assistons à moins de contestation. Les acteurs politiques de notre pays doivent faire extrêmement attention et éviter de franchir le Rubicon. C'est pourquoi nous encourageons et soutenons le président de la République, le Dr Boni Yahi, son gouvernement, les membres des institutions et tous ceux qui œuvrent nuit et jour dans la voie de la justice et du progrès pour notre pays. Enfin, à tout le peuple béninois, nous renouvelons nos sincères vœux pour 2015. Voilà un appel patriotique, mais jusqu'à 11 h vendredi dernier, il n'y avait toujours pas de liste électorale informatisée provisoire affichée au niveau des bureaux de vote de Parakou. C'est le constat fait par Nouroudine Safara qui a fait le tour de la ville de Parakou. Pas de liste électorale informatisée provisoire affichée au niveau des bureaux de vote de Parakou. Ces anciennes listes qui ont résisté aux intempéries sont les seules qui occupent l'espace. Les informations que les populations de Parakou reçoivent de la télévision et de la radio nationale contrastent avec la réalité sur le terrain. On a dit que le 26 de ce mois passé, qu'on allait voir les affiches un peu partout. Là, on avait l'habitude d'afficher. Mais nous avons fait des tours, bon, on n'a rien vu jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais on aurait appris qu'ailleurs, ils ont dit afficher, les gens sont en train de consulter. Moi, j'ai passé là, moi, je n'ai rien vu comme une affiche. Là, moi, je n'ai rien vu comme affiche. Dans mon quartier, ce n'est pas encore affiché. Jusqu'à ce matin, ce n'est pas encore affiché quand même. Je n'ai rien du tout constaté qui est affiché. À la mairie de Parakou, les élus locaux et le maire ont eu une séance de travail relative à l'affichage de ces listes. L'issue de cette rencontre est de bon augure. D'habitude, c'est l'EPI qui vient afficher. Mais cette fois-ci, c'est au chef quartier, ils ont amené la liste pour afficher. Et on a trouvé ça bizarre. D'habitude, ceux qui viennent afficher, on les assiste. Mais ce n'est pas à nous d'afficher. C'est la raison pour laquelle on a refusé
d'afficher la liste. Le maire nous a appelés par rapport à ça et il nous a expliqué comment ça se passe et il nous a demandé de bien vouloir afficher la liste. Comme l'autorité a parlé, dès ce soir, on va commencer par afficher la liste. Le maire maintenant, lorsqu'il nous a appelés, on a discuté, il a acheté les cols. Il dit que c'est de sa poche, il a acheté un col pour qu'on puisse faire le travail. Étant donné que l'affichage a déjà démarré dans d'autres localités, les populations de Parakou espèrent que le COSLEPI va revoir les délais pour leur donner la chance de vérifier leurs données et de faire au besoin des rectifications. Les prestations de l'ORTB au pays fin, un déjeuner de presse a été organisé par les membres du cercle de qualité hier. Amadina Niambossou constate qu'il s'agit d'un creuset de professionnels visant à inscrire l'office dans une dynamique d'excellence. Cette session de discussion offre l'opportunité aux agents de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin d'échanger entre eux sur la qualité de leurs prestations. Une initiative du cercle de qualité de l'ORTB qui regroupe les professionnels de plusieurs sections. La qualité nous amène un changement de comportement mental. Parce que nous devons nous demander pourquoi est-ce que nous venons à l'ORTB? Pourquoi est-ce que nous travaillons? Nous pensons que nous travaillons pour les autres, alors que le travail bien fait, c'est d'abord la dignité de soi-même. L'ORTB est un bien commun à nous tous. C'est un bien indivisible. Donc c'est pour ça que nous sommes ici. Et nous devons savoir que chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons le titre foncier de l'ORTB. Pour continuer à jouir de l'ORTB et à profiter de ses fruits. C'est le travail bien fait. Parce que le travail le plus pénible qui soit est le travail mal fait. Donc c'est pour ça ce matin, nous voulons vos contributions. Nous voulons votre attention pour amener l'ORTB à la qualité. Et la qualité s'impose encore à nous parce que maintenant nous allons au numérique. Nous ne pouvons plus... Est-ce que nous allons toujours dire que nous sommes la chaîne mère si maintenant tout le monde peut payer et aller à la même destination que nous? Et pour aller à cette destination, il nous faut la qualité. Il s'est imposé la nécessité de changer l'organisation du travail avec pour repère les normes professionnelles. La recherche de la qualité est au bout de cette exigence. Les responsables de l'office conviés y adhèrent. La question de la qualité aujourd'hui à l'ORTB n'est pas partie du projet actuel de Madame Mélé Chantal. C'est un projet, c'est quelque chose dont nous parlions nous-mêmes au niveau du CODIR. Et quand le ministre Kwame Koutié, quand il a été nommé ministre de la communication, quand il est arrivé, l'une de ses priorités, c'était de nous parler de la qualité. Et il a souhaité, il y a des membres du CODIR qui sont ici, qu'on fasse tout pour que d'ici à là, l'ORTB soit certifié ISO. Donc en réalité, la roue tournait déjà. Donc le projet de Madame Chantal Mélé est venu booster les choses et en réalité, effectivement, vous voyez que ça va maintenant beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait pensé. Les participants ont eu droit à 2 communications, l'une sur la qualité, principes et enjeux pour l'ORTB et l'autre sur une analyse critique des éditions du journal télévisé. Toute chose qui permettra de donner un nouveau visage à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Messe d'action de grâce pour remercier le président de la République à Ségoudo. C'est dans la commune de Tofo. La messe est célébrée pour exhorter. Le Seigneur a accompagné le général Laurent Moussou, fils de la région Aïzo, dans ses nouvelles fonctions. Bienvenue Kempo pour nous dérouler le film de la célébration. Et ensuite, chef d'état-major général adjoint des forces armées béninoises, le général Laurent Amoussou se fait le devoir de remercier le président de la République. 48 ans révolus, ce fils de Ségoudo
hissé à ce rang de la hiérarchie militaire, fait la fierté de la commune de Tofo. Comment ne pas rendre grâce à Dieu, lui qui élève les humbles? Il est venu jusqu'à Serre, Goudo ici, pour venir chercher et hisser à ce niveau de responsabilité notre frère Laurent Amoussou. Les compétences de l'homme ne sont plus à démontrer. Propos du chef de l'état-major général des forces armées béninoises en lieu et place du ministre de la Défense nationale. Cet ancien enfant de troupe, après avoir fini son école primaire ici à Serre, il a très tôt choisi la carrière militaire puisqu'il est allé faire son prytanée en République du Congo, à Brazzaville précisément. Après quoi, il a fait un concours et il est allé à l'école militaire interarmée, c'est en France. Et vous allez voir, tout ce que je vais dire, c'est toujours en France, en France, en France. Donc après le Congo, il a fait l'EMIA en France, il a fait son application infanterie en France, sapeur-pompier en France, école d'état-major en France, école de guerre en France. Est-ce que c'est pas brillant ça? À l'endroit du chef de l'État, des propos de profonde gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce à vous et par votre seule volonté, j'ai connu 2 promotions dans la soirée du 30 décembre 2014. Je mesure à juste titre la valeur de la confiance qui m'est faite. J'y puise l'énergie nécessaire pour porter la mission que vous m'avez désormais confiée. J'y suis prêt. La mission du général Laurent Amoussou au poste de chef d'état-major général adjoint des forces armées béninoises est confiée à la Vierge Marie. La réussite est certaine, soutiennent les observateurs. Voici avec Renaud Akapo une forte mobilisation des militants de la Renaissance du Bénin au siège du parti hier. Les membres du bureau politique, les militants et autres sympathisants ont massivement répondu à l'appel de Léa Divinayo Soglou. Plus qu'une simple cérémonie d'échange de vœux, cette rencontre a été l'occasion saisie par le leader du parti pour annoncer de nouvelles orientations. C'est une ambiance de liesse et de ferveur qui a ponctué de bout en bout cette cérémonie consacrée aux échanges de vœux de Nouvel An. Les militants de la Renaissance du Bénin et les membres du bureau du parti ont fait chorus pour montrer l'excellente vitalité de leur formation politique. La voie est toute tracée pour relever les grands défis qui se profilent à l'horizon. Et dans ce bel exercice de démonstration de force, les femmes, les jeunes et les sages du parti ont une fois encore renouvelé leur engagement à consolider les bases de la Renaissance du Bénin. La seule constante qui revient dans l'enchaînement des messages de soutien, c'est bien le maintien de la veille permanente et un investissement de tous les instants pour assurer des victoires éclatantes au soir des prochains scrutins. Monsieur le Président, les militantes et militants de notre parti, la Renaissance du Bénin, voudraient, par ma voix, vous renouveler leur confiance. Ils voudraient surtout vous garantir l'assurance d'un militantisme politique à la hauteur de votre engagement personnel à servir leur pays, le Bénin, avec la foi en l'avenir et la vision que vous incarnez. S'il y a une chose dont nous ne doutons aucunement, c'est le fait que le navire RB est dans de bonnes mains. Dans un contexte où la Renaissance du Bénin a rompu les amarres avec la majorité présidentielle plurielle, le leader de ce parti est plus que catégorique sur ce choix politique qui, du reste, est parfaitement bien assumé. Notre bureau politique national, en toute responsabilité, a pris le 19 janvier 2015 les décisions ci-après. Rompre son partenariat avec la mouvance présidentielle. Rappeler du gouvernement son ministre en la personne de M. Christian Sosuntor
poursuivre le combat à la suite de l'historique marche du 11 décembre 2014. Au moment où certains Béninois se posent la question de savoir pourquoi la renaissance du Bénin ne se retire-t-elle que maintenant de ce partenariat ou de cette cohabitation politique, la réplique de Léadi Vinagnon Soglo est sans appel. Je renvoie à cela une autre question. Et pourquoi pas maintenant, militants de la renaissance du Bénin, il nous faut alors nous ceindre les reins et nous inspirer de la philosophie du président Barack Obama qui dit « Quand ce que vous faites depuis des années ne marche pas, il faut essayer un autre modèle. » Cette grand-messe politique s'est achevée comme elle a démarré. Le Fonds des Nations Unies pour la population se veut désormais plus présent dans les médias. Il a organisé un déjeuner de partage et d'échange pour discuter avec les patrons de presse sur les stratégies à adopter pour resserrer les liens avec eux. Lukia Danguzato nous apprend que les deux parties ont convenu de nouer des partenariats pour des productions sur les questions de population. L'âge minimum au mariage pour les filles, c'est 18 ans. Pourquoi on continue d'en épouser à moins que cela? Qu'est-ce qui arrive? Quel est votre rôle en tant qu'homme et femme de presse sur ces questions? Quand nous disons, parlons des questions de population, ce n'est pas de la magie, ce sont ces choses-là. Beaucoup de questionnements au cours de ce partage interactif. Un partage pour cultiver chez les patrons de presse un intérêt pour les questions de population. Il s'agit pour le FUNIAP d'utiliser les médias pour renforcer la sensibilisation et la communication sur les actions du programme. Le constat fait est que les questions de population ne sont pas suffisamment présentes dans les médias. Il faut donc repositionner les activités de l'institution côté médias. Nous pensons que, en tant que patron de presse, il y a de l'intérêt quand même à souvent revenir sur ces questions de population, parce que tout ce que je suis en train de dire, ça parle de développement, des questions de vie humaine. Donc il faut que, dans votre rôle, dans la triptyque des médias, informer, éduquer et divertir, en informant et en éduquant, parlons aussi de ces questions de développement, de questions de population et développement qui sont cardinales. Ça, c'est ce que je souhaiterais partager avec vous pour que nous voyions ensemble maintenant comment on va collaborer. Les patrons de presse ont salué l'initiative tout en exposant les boulets qui les empêchent ou qui freinent leur élan vers les questions de population. Il faut revoir les questions de financement, de production journalistique et les contrats avec les organes de presse. Beaucoup de sujets et pistes de production ont été émis. Nous proposons que il y ait certainement aussi de la visibilité sur ce que l'on fait. S'il y a de la planification familiale, si on en discute, du fait des résistances et d'un mental pro-nataliste que nous avons tous en Afrique de l'Ouest, il n'y a que les hommes des médias qui peuvent aider à poser les questions sans que quelqu'un ne se sente comme offensé. Parce que si tu es un roi et que ça apparaît dans la presse que dans ta collectivité, la mère est là, elle continue d'enfanter, sa propre fille a commencé à enfanter, donc c'est l'oncle et le neveu ou la nièce qui commencent à jouer au sable ensemble. Vous voyez, ça ne fait pas joli. On peut changer cette situation-là, grâce à vous. Le FNUAP a beaucoup de défis à relever en 2015 et ce sera avec les hommes et femmes de médias qui pourront compétir sur des sujets ayant trait aux problèmes de population. La coordination résidente du système des Nations Unies à la Haute Cour de justice à Porto Novo, c'est pour une visite de courtoisie et de prise de contact. La présidente Marceline Beha Afouda a également reçu des mots de remerciement de la sœur Léonie Dochamou, coordonnatrice du projet des personnes du 3e âge. Jérôme Mumbo pour le résumé d'audience. Rosine Sori Koulibaly, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies
est au Bénin depuis environ 6 mois. Cette audience est une occasion pour elle de réaffirmer que nul n'est au-dessus de la loi. Cette visite de courtoisie m'a permis de comprendre la responsabilité de la haute juridiction dont elle a la responsabilité. Et responsabilité en fait qui est importante pour les Nations Unies, qui montre que tous les citoyens sont égaux devant la loi et que nul n'est au-dessus de la loi. Donc l'institution est une institution de prestige qui permet de juger les plus hautes autorités de l'État. Je sais que Madame, puisqu'elle est là, elle a toutes les capacités de faire ce travail. En tout cas, j'ai vu en elle une personne engagée, une personne déterminée. Je lui souhaite aussi tout le succès pour cette responsabilité qui est la sienne. C'est dans le cadre du projet en faveur des personnes du 3e âge que la sœur Léonie de Chamou est allée remercier tout le personnel de la Haute Cour de justice. C'est un projet de 4 milliards et quelques. Mais on sait d'ici, chaque Béninois pouvait donner 300 francs, vous voyez. Et donc, il y en a qui ont donné ici pour 10 Béninois, il y en a qui ont donné pour 30 Béninois. On a reçu jusqu'à pour près de 3000 Béninois. D'accord. À tous les Béninois, que notre 3e âge, ça se prépare et que nous n'allons pas attendre les autres. Il faut qu'on anticipe au lieu de subir chaque fois. Pour le 3e âge, il ne faut pas qu'on subisse. La Haute Cour de justice vient de donner le top et je remercie que le Seigneur comble et rende au centuple tout ce qui a été donné ici à chaque famille. Heureuse et sainte année à tout le monde. L'opération doit se poursuivre dans d'autres institutions et offices, tant du secteur public que privé. Retour à l'actualité politique avec cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Les forces Corée pour un Bénin émergent en meeting à Tanguieta. C'était un meeting suivi de marches. Voici les images. Le chaud soleil qui s'est levé sur la ville de Tanguieta ce samedi n'a pas émoussé l'ardeur de ses populations. Elles se sont massivement déployées sur le parc Gros Porteur pour ce grand rendez-vous de témoignage, de fidélité et de soutien au président Boni Yayi. Aujourd'hui, c'est le tour de Tanguieta de répliquer pour dire que nous sommes toujours derrière le docteur Boni Yayi. À Tanguieta, tout le monde est FCBE. Et pour cause, les nombreuses actions et réalisations engagées en faveur de leur bien-être et du développement de leur localité. La vision du chef de l'État, c'est le combat aux côtés des pauvres, le combat pour le développement. C'est ce qui justifie ce déplacement massif. Il faut toujours suivre celui-là qui est capable de procurer le développement de notre localité. Et pour ça, Yayi Boni n'a pas encore fini. C'est-à-dire que nous devons nous mobiliser, mes chers parents, pour rester fidèles à la vision de Yayi Boni. C'est pour ça, quand nous disons, si Yayi Boni dit à gauche, tout le monde à gauche. Yayi Boni dit à droite, tout le monde à droite. Voilà, celui qui est éclairé, c'est lui qu'il faut suivre. Aux côtés de Barthélémy Kassa, principal artisan de ce grand rassemblement, plusieurs membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale et autres personnalités, tous acquis à la même vision. La vision du chef de l'État se résume en un seul mot, le développement. Le docteur Boni Yayi a compris très tôt que le chef, c'est celui qui a besoin des autres. Yayi Boni a besoin de vous. Pour des victoires encore plus importantes, nous voulons vous demander, dès l'instant même, d'aller rapidement au niveau de chaque bureau de vote pour vérifier les affiches, pour vérifier si vos noms figurent sur la liste électorale informatisée provisoire. Nous demanderons à la face du monde et nous montrerons à notre leader charismatique, au docteur Boni Yayi, que la 3e circonscription électorale est une circonscription de combattants. Ce que nous sommes de voir mérite un grand merci parce que vous êtes en train de nous donner la preuve que Takora en général n'attend plus la preuve que Yayi Boni a travaillé. Ce week-end politique a été clôturé par une gigantesque marche à travers la ville de Tanguieta. Toute une marée humaine sortie pour clamer attachement et fidélité au chef de l'État.
À présent, Awa Sherif et Loris Rouno nous annoncent la fin des journées portes ouvertes organisées par la Chambre des notaires. C'était 3 jours de sensibilisation et de consultation gratuite pour marquer le 10e anniversaire du Code des personnes et de la famille. Cotonou, Porto Novo, Savet sont les villes qui ont abrité l'édition 2015 des journées portes ouvertes sur la profession de notaire. Après 3 jours d'activités faites de communication sur le code des personnes et de la famille d'une part et de consultations gratuites à l'endroit des populations d'autre part, l'heure est au bilan. Plusieurs questions ont été posées par nos concitoyens qui tournent souvent autour du notaire. Qui est le notaire? Qu'est-ce que le notaire fait? Beaucoup de questions ont été posées aussi sur le mariage, le contrat de mariage. Quels sont les avantages pour chacun des conjoints? Quels sont leurs droits? Des questions aussi ont été posées sur les droits des enfants naturels, c'est-à-dire des enfants qui ont été faits hors mariage. Quels sont leurs droits? Également, des questions ont été posées sur le testament authentique. Quel est l'intérêt de faire son testament chez le notaire? Les avantages. À cette conférence de presse, d'autres questions relatives à l'exercice de la profession de notaire ont été également abordées pour éclairer les lanternes. J'insisterai sur le fait que le notaire est un officier ministériel, un officier public ministériel, délégataire de la puissance publique. C'est très important. Et que c'est ce qui fait que tous les actes qu'il prend portent le sceau de l'État. Il y a un dernier examen en 2013 qui est un tout petit peu contesté pour des raisons que nous avons tout le temps énumérées sur les différents organes de presse, mais le problème n'est pas à ce niveau. Au-delà du succès qu'a connu cette édition, il est à souhaiter plus d'engouement au niveau des populations dans les cabinets de notaires où la consultation demeure encore gratuite. Bonne nouvelle pour les usagers du Fonds national de la microfinance. Les opérations du Fonds au titre de l'année 2015 ont officiellement démarré. À l'occasion, Jean Panty, directeur général du Fonds, a fait un bilan des activités réalisées en 2014. Alain Dossuovo l'a vu décliner aussi les grands axes de 2015. Le volume des opérations du Fonds national de la microfinance à la date de ce jour se chiffre à plus de 124 milliards de francs CFA. Une performance qui pousse cette institution à faire plus pour mieux impacter ses bénéficiaires en 2015. Voilà pourquoi, au lancement des activités du Fonds, son directeur général est revenu sur les réalisations axe par axe stratégique. Les lignes de crédit et de refinancement, la question de la sécurisation des prêts et la bonification des taux d'intérêt et les attentes des populations, c'est-à-dire des bénéficiaires. Bref, tout y est passé. Nous n'avons pas une grande particularité. On continuera de mettre en œuvre le microcrédit, une nouvelle génération, accompagnée de la microassurance. Ça ira toujours vers les mêmes cibles. La seule particularité cette année, c'est que nous aurons, au titre de nos interventions des opérations de crédit, il y a certains projets que nous allons commencer par financer, des projets de jeunes. Et ça entre vraiment dans les grandes orientations fixées par le chef de l'État à l'endroit du Fonds national de la microfinance. C'est d'abord le financement des projets porteurs de croissance et à forte valeur ajoutée. Les microcrédits aux plus pauvres, MCPP, constituent aujourd'hui un pilier essentiel dans le dispositif du FNM, note au passage son directeur général. La cérémonie de remise des appuis et d'information des partenaires sur les orientations à donner aux activités de l'année 2015 a offert l'occasion aux porte-parole des bénéficiaires de dire sa gratitude. Au niveau de nous-mêmes SFD, qui à travers ces différentes interventions devront, comme l'a si bien dit le président tout à l'heure, relever le défi de la maîtrise de nos charges et nous maintenir, parce que si on vous appelle, il faut être là pour répondre. Et donc, les indicateurs de qualité, nous devons vraiment y travailler pour avoir une bonne performance. Et à terme, arriver à obtenir notre pérennité financière. À l'issue de cette rencontre, les participants ont été imprégnés des activités prévues, des innovations intégrées dans les interventions du FNM, ainsi que des critères d'affectation des appuis au système financier décentralisé SFD. Ceux-ci ont reçu des appuis en motocyclette, matériel informatique et coffre-fort au titre de 2015.
Un nouveau commandant à la tête du groupement sud de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Eric Agasouno, a pris les rênes du groupement mercredi dernier à Porto-Novo. Voici les différentes étapes de la passation de charge. C'est avec Carmen Toudonou. C'est en 2011 que le colonel Dansou a pris les rênes du groupement sud de la gendarmerie, une entité qui a compétence sur les départements de l'Ouémé Plateau, Atlantique et Littoral. Après 4 ans de commandement, le colonel rend grâce à Dieu tout en ébauchant le bilan de l'exercice. Nous avions eu, courant année octobre 2011, à démanteler un vaste réseau de malfrats. La gestion sans incident du volet sécurité des fêtes de l'indépendance nationale à Cotonou en 2012, en 2013 et en 2014. La sécurisation des pèlerinages chrétiens à la plage de Sebekodi, à Malé dans la commune d'Avrankou, à Adjara, à Ouida, à Zé en 2011, en 2012, en 2013 et en 2014. La gestion des marches politiques les 10 et 12 décembre 2014 à Porto-Novo et à Cotonou. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Agasouno, conseiller Eric ici présent. Le nouveau venu n'est pas un intrus puisqu'il connaît la maison. L'émotion est grande pour moi ce jour parce que je retourne à la maison. Oui, la gendarmerie c'est ma maison. Il y a quelques années, le devoir m'a appelé ailleurs. J'ai servi la patrie, j'ai servi la République. Le moment est venu de prouver ce dont je suis capable chez moi. Le groupement Gendarme Sud, c'est près d'un demi-millier de gendarmes. C'est une soixantaine de brigades de gendarmerie. C'est environ 8 à 10 compagnies de gendarmerie qui, de jour comme de nuit, s'évertuent à assurer la quiétude de nos pays de prospération. J'essaierai, à la suite de ce que le colonel Dansou a fait, d'insuffler une dynamique nouvelle aux choses. Les défis auxquels le colonel Agasouno aura à faire face incluent la sécurisation des territoires, la régulation du trafic routier, la gestion des prochaines élections et surtout de la transhumance qui défraie la chronique en ce moment dans l'Ouémé. Gestion de la filière coton, elle est au cœur d'un atelier de synthèse à Parakou. Un atelier qui vise la création d'un environnement favorable à l'épanouissement des producteurs de l'or blanc. C'est un reportage de Aziz Alabé. À partir des résultats d'une tournée dans le Borgou, l'Union des coopératives villageoises de producteurs de coton, UDCVPC, expose les difficultés qui entravent le fonctionnement de la filière de l'or blanc dans ce département. Au nombre des problèmes, l'absence de camions pour l'évacuation du coton graine vers les usines, retard dans le déchargement du coton à l'usine, retard dans le paiement des fonds coton. Et ensuite, nous avons la mauvaise répartition du coton vers les usines dans le cas des zones semencières. La non-implication de certaines fêtières, notamment les UCOM CVPC, dans la commercialisation du coton graine. Les différents acteurs, une fois s'être imprégnés des problèmes du secteur, proposent des approches de solutions. Ils s'engagent pour une amélioration de la filière. Par rapport aux difficultés qui concernent directement la SONAPRA, et je tiens d'ores et déjà à rassurer les producteurs qu'elles seront prises en compte par la SONAPRA conformément à sa mission qui lui est assignée par l'État. Il faut dire qu'en ce qui concerne tous les sous-domaines, que ce soit la commercialisation, la gestion des intrants, la gouvernance et autres, nous notons une faiblesse de collaboration. Bon, le CARDER, son rôle principal, c'est de les accompagner. Et le CARDER sera présent à toutes les étapes de la production cotonnière aux côtés des producteurs. Un cadre conjoint de collaboration sera défini en vue de la résolution définitive des problèmes et d'un suivi permanent de ce système de production. De Parakou, Colomba Madji nous amène à Ndali. Là-bas, les enseignants de la maternelle et du primaire des départements du Borgou et de la Liborie s'approprient la charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin. Voici le reportage. Cette séance initiée par la Direction générale des réformes de l'État a
a pour objectif de sensibiliser les enseignants à mieux s'approprier le contenu de la Charte nationale pour la gouvernance du Bénin. Adoptée en novembre 2011 et signée le 23 février 2012 par le chef de l'État, cette charte est un document qui contient un ensemble de principes, valeurs et engagements qui devront régir la gouvernance en vue du développement du Bénin. Conscient alors du rôle capital que doivent jouer les familles, les organisations de la société civile et surtout vous, les enseignants, dans la réhabilitation de ces valeurs, notre département ministériel organise cette rencontre en vue d'une meilleure appropriation du contenu de la Charte nationale pour la gouvernance et le développement du Bénin par toutes les couches sociales. Chers collègues enseignants, de par votre rôle d'éducateur, vous êtes une force puissante, un acteur clé et un interlocuteur valable dans la gestion de la cité. De ce fait, vous constituez le moteur et le levier de la construction de la nation et de la consolidation de la démocratie. Les participants ont eu droit à une communication portant sur le thème « Principes et valeurs de la Charte ». Les prochains participants conviés à ce même exercice sont les membres des associations des parents d'élèves des départements du Borgou et de l'Alibori. L'ONG Al-Khair célèbre ses 20 ans d'existence, célébration en compagnie des hommes de médias à Ouedo, c'est à Abomey-Calavi, autour de Martin Assogba, président de l'ONG. Cette entité de la société civile s'est fortement illustrée par sa combativité et son engagement en faveur de la démocratie, la bonne gouvernance et la défense des droits humains. C'est du moins ce que nous apprend Prévert Noutéou à travers son reportage. Martin Assogba affiche la même détermination après 20 ans d'activisme. Le 23 décembre 1994, ce frigoriste de formation s'est découvert un talent de défenseur des droits de l'homme et porté par d'autres Béninois aussi motivés que lui. Il signa alors l'acte de naissance d'Al-Khair, association pour la lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Cette organisation non gouvernementale a conduit plusieurs campagnes de sensibilisation sur des thématiques axées sur l'éducation, la démocratie et la bonne gouvernance, avec le soutien actif des partenaires techniques et financiers. Al-Khair a, dans son processus d'évolution, connu plusieurs moments forts, tous porteurs du même enjeu qui est de créer une société où les droits humains sont effectifs et où la construction démocratique est synonyme de développement économique et de progrès social. L'ONG Al-Khair s'est également signalée à travers le contrôle citoyen de l'action publique et la promotion de la démocratie. Sur ce terrain, Martin Assogba peut compter sur le professeur Maurice Aranzo-Glélé. Et par le temps qui court, nous devons nous réveiller pour affirmer en conscience et par nos actes, tous les jours, affirmer notre attachement à la démocratie. Notre Constitution vous a apporté un trésor. Toutes ces actions ont valu à l'ONG l'élection au Conseil économique et social de l'Union africaine. Un bilan positif donc, mais Martin Assogba et ses collaborateurs ne veulent pas dormir sous leur laurier et affûtent leurs âmes pour relever de nouveaux défis. La 6e édition du Nouvel An chinois au Bénin sera lancée au Centre culturel chinois le samedi 7 février 2015. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue mercredi dernier par les organisateurs de l'événement. La cérémonie d'ouverture officielle sera couplée d'un vernissage illustrant la fête du printemps en Chine. Patrick Diossou était à la rencontre. Suivons son regard. Happy Chinese New Year 2015. Le festival du printemps de Chine au Bénin est à sa 6e édition. 6 intervenants béninois s'ajoutent au conseiller culturel de l'ambassade de Chine au Bénin, qui pour expliciter ce festival annuel, qui pour féliciter ce forum culturel sino-béninois et bénino-chinois. Le festival, bien qu'il soit une initiative du ministère de la Culture de Chine, a toujours rassemblé plus d'acteurs locaux béninois que de Chinois. Le mercredi 11 février sera lancé le concours d'art plastique et de compétition de composition en langue
chinoises et françaises. Au cours de cette même soirée sera lancée la semaine cinématographique sur l'ORTB. Tous les échanges qui se font avec la presse, qu'elles soient du secteur public, notamment avec l'ORTB ou du privé, se passent sous nos auspices. Le samedi 14 février, soirée gastronomique. Le mardi 17 février, un spectacle de danse du dragon et du lion et autres démonstrations d'arts martiaux chinois sera offert aux élèves du collège d'enseignement général de Bégamé. Nous avons dans nos milieux scolaires les jeunes et les adolescents capables d'œuvrer pour bénéficier de la culture chinoise. Le nouvel an chinois qui commence dès le 19 février prochain est l'année du mouton. Dans la culture chinoise, le mouton est symbole de paix, de douceur, de force vitale et d'énergie positive. Samedi 21 février, carnaval, nous aurons aussi les majorettes. Chaque année, nous allons désormais venir avec une innovation pour rompre avec les traditions du toujours vu, du déjà vu. Je suis là pour inviter au nom du maire la jeunesse de mon pays, les forces vives de Cotonou, à s'associer à cette fête qui constitue pour nous une activité importante au niveau de la ville de Cotonou. Nous voulons convier le peuple béninois, toute la population de Cotonou, à pouvoir, bien qu'étant au Bénin, vivre avec les amis chinois la célébration de la fête du printemps dénommée Fête du Nouvel An chinois. L'ESR HSF, Happy Spring Festival, devenu HCNY, Happy Chinese New Year, c'est 30 jours de manifestation du samedi 7 février, époustouflante cérémonie d'ouverture, au samedi 7 mars 2015, épatante soirée de restitution. Le programme est disponible au CCC, Centre culturel chinois. Allons fêter l'année du mouton, Nyang Nian. Vous avez peut-être entendu parler ou vous avez peut-être connu l'humoriste béninois Deoumo Adjayon, alias Baba Yabo. Aujourd'hui, 1er février 2015, il y a exactement 30 ans qu'il a tiré sa révérence. La troupe théâtrale Toakonou salue sa mémoire par une série de manifestations culturelles que nous dévoile ici Jérôme Humbo. Deoumo Adjayon Numboiko, c'est son vrai nom. Tout le monde le reconnaît comme Baba Yabo, personnage qu'il a incarné dans une pièce théâtrale de la troupe Toakonou. On accueille la troupe, c'est pas facile, parce que les familles sont contre, même nos enfants, que ce soit pour Adjayon, que ce soit le mien même, on refusé. Même notre femme nous a divorcés. Baba Yabo est érigé au marché. C'est à travers une statue. Moi qui vis encore, j'ai le nom d'une vent qu'on appelle vent au kéké. C'est honorable. Les membres de la troupe Toakonou ont réalisé leur promesse en immortalisant l'homme qui, pendant une dizaine d'années seulement, aura marqué la scène théâtrale humoristique de Porto-Novo et environ. Baba Yabo est parti il y a 30 ans. Les populations de Porto-Novo et environ en gardent toujours un souvenir. Baba Yabo est parti, c'est une bibliothèque qui a brûlé. C'est un homme hors pair. Baba Yabo dit mais les bien au fond. On ne lui a pas donné la valeur qu'il avait. Parce que malgré tous ces systèmes archaïques qu'il avait utilisés et ces moyens rudimentaires, il avait quand même essayé de faire ce qu'il avait pu. On aurait souhaité que l'État et le réseau des artistes prennent en compte ce grand artiste. Si Baba Yabo assis, si tu le vois, bon, tu dois rire. Mais si tu le vois, tu dois rire. Mais jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas encore vu. Pour la célébration des 30 ans de décès de Baba Yabo, des manifestations culturelles et artistiques sont prévues devant la résidence au Kéké, au quartier Agbokou, Porto-Novo, le 21 février 2015. L'ex-ministre Soumanou Toliba, lui-même en personne, il va assister. Les grands artistes, Torrent, ainsi de suite, tous seront là.
Mais enfin, il y aura trop de manifestations culturelles. Alors là, nous voulons inviter la population. Je vais faire quelques démonstrations le jour-là pour que les gens puissent revivre le temps jadis de la troupe Towakono. L'Afrique décroche une place supplémentaire au comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciaux. C'est le résultat du 47e congrès de cette institution fêtière de la pétanque qui s'est tenu à Nice la semaine écoulée. William Bassabi pour le reportage. Les sommités de la pétanque mondiale réunies dans un hôtel de la Côte d'Azur à Nice autour de Claude Azéma pour l'Assemblée générale statutaire de la Fédération internationale de la discipline, initialement prévue à Tahiti. Une tribune à laquelle l'Afrique était représentée par le président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable El Hadj Ibrahima Idrissou, qui en a profité pour plaider la cause du continent et pour faire le bilan 2012-2014 avec en prime une bonne nouvelle. L'année 2014 a été très mouvementée, faite d'intenses activités pour la Confédération africaine des sports boules. Elle est une année charnière pour l'année 2015 et l'année 2016, au cours desquelles l'Afrique, à travers la République du Tchad et la République du Congo, seront la vitrine de grands événements sportifs. L'homme que vous voyez en face de vous et son comité exécutif en sont la cheville ouvrière. La Confédération africaine des sports boules, après des années d'intenses négociations diplomatiques, vient d'achever les formalités administratives et financières de sa réhabilitation par l'Union des confédérations sportives africaines, UCSA, parce que, suspendu jadis depuis plus d'une dizaine d'années, pour manque de visibilité. Des efforts de promotion des sports boules salués par le reste du monde à travers le président Claude Azéma et ses pairs. J'ai bien entendu effectivement cet appel. Moi je suis effectivement d'accord de lier des actions avec la Confédération africaine, si ça me permet à des fédérations de voir le jour, de se développer. Pour le président Idrissou, ces avancées sont dues en grande partie à l'implication du gouvernement béninois et surtout de son chef, le président Boni Yayi, qui mérite à ce titre une motion de félicitations, de remerciements et de reconnaissance. Nous sommes tous résolument engagés à développer les sports boules en Afrique et c'est le lieu, une fois de plus, de louer tous nos remerciements à l'endroit du gouvernement béninois. Voyez-vous, sur toutes les scènes, nous défendons l'Afrique. Sur toutes les scènes, nous sommes dans une dynamique de développement des sports boules pour les générations qui vont nous suivre et pour les générations actuelles aussi. Le point d'orgue de cette assemblée générale, tenue en marge du premier championnat du monde tête-à-tête au boulodrome Henri Bernard de Nice, aura été l'élection du Tunisien Edif Lassad au comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque au terme d'un scrutin à rebondissement grâce une fois encore au président de la Confédération qui a fait montre de courage et de diplomatie. Cette élection m'a paru vraiment très bénéfique pour nous en tant qu'Africains parce que de l'union on peut être fort et avec notre honorable président Idrissou Brahima, le président de la Confédération africaine, je crois qu'on doit faire beaucoup de travail ensemble et contribuer avec les autres pays africains adhérents et membres de cette prestigieuse confédération, va donner aux autres continents que l'Afrique est en train de bouger, que l'Afrique est en développement
que l'Afrique peut compter des bonnes compétences. Avant de quitter la Côte d'Azur, le président Idrissou a eu une séance de travail avec les ingénieurs impliqués dans le projet qui lui est cher, à savoir l'installation de l'usine de fabrique de Boula Parakou. Ce journal s'est ouvert par un carnet noir. Il se referme encore par là, juste pour saluer une nouvelle fois la mémoire d'un artiste, la mémoire de Guy Salan, artiste comédien, monteur à l'ORTB qui a tiré sa révérence à l'aube. Toi aussi, méfie-toi. Tu es patron là-bas, moi aussi je suis patron ici. Voilà le problème. Et voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis.